L'histoire des Juifs du Japon. Un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. Bonjour. Nous avons vu que les relations entre les Juifs et les Japonais étaient assez limitées et éparses jusque dans les années 30. Mais à partir de la montée du nazisme, les choses vont changer, notamment lorsque les nazis vont commencer à contrôler l'Europe de l'Est. À la fin des années 30, l'Autriche est conquise, est occupée en 1938, de même que les accords de Munich aboutissent à l'occupation des Sudètes puis de la Tchécoslovaquie en mars 1939. Et le pacte germano-soviétique aboutit à la conquête de la Pologne par les troupes nazies en 1939. Et là, un phénomène curieux va se produire. À Kovno, qui est la capitale à l'époque de la Lituanie, Kaunas comme disent les Lituaniens, Kovno comme disent les Polonais, à Kovno, il y a un consul japonais, Shigehara, qui, face aux demandes de nombreux juifs d'obtenir un visa pour le Japon, délivre à tour de bras ces visas, et il en délivre plusieurs milliers. À partir de ce moment, les détenteurs de ce visa vont pouvoir traverser l'URSS en transsibérien et se retrouver, après Vladivostok, au sud, en territoire japonais, où ils peuvent au minimum transiter. Cet épisode est important parce qu'il sauve la vie, comme je vous le disais, de plusieurs milliers de juifs, dont certains se retrouveront plus tard en Israël. Je pense à Yosef Burg, qui sera ministre de Ben Gurion, ministre du Parti national religieux dans le gouvernement Ben Gurion. Et cet épisode rappelle un peu celui du consul portugais à Bordeaux, Aristide Sousa Mendes, qui, en 1940, a délivré énormément de visas à des Juifs cherchant secours, et ce, malgré l'attitude de son gouvernement. Les deux hommes connaissent le même sort. Shigehara est viré purement et simplement par son gouvernement quelques mois après cette délivrance de visas. Mais cela va sauver la vie donc de milliers de juifs, comme l'a fait Aristide Sousa Mendes, qui lui aussi sera viré de la même façon. Alors, les Japonais, à partir de là, se retrouvent dans une situation compliquée. À partir de 1941, ils occupent, et après Pearl Harbor, ils occupent sans coup férir Shanghai, et notamment la concession internationale de Shanghai, où les Juifs avaient pour beaucoup trouvé refuge. Or, les Japonais vont être soumis à des pressions allemandes très fortes pour que les Juifs soient d'abord parqués dans des ghettos, et puis ensuite on trouvera bien le moyen de s'en débarrasser par la faim, les maladies, et si c'est nécessaire, l'extermination. Les Japonais se méfient un peu des Juifs, les Allemands sont leurs alliés, mais tout ça leur paraît quand même un peu excessif. Certes, les dirigeants japonais ont lu les protocoles de Sion, ils se méfient des Juifs, ils créent un ghetto pour 2000 personnes, mais à Shanghai, il y a au moins 20 000 Juifs qui ont trouvé refuge, des Juifs occidentaux pour la plupart, mais pas uniquement d'ailleurs, mais essentiellement des Juifs occidentaux. Donc, les Japonais sont très embarrassés. Ils ne veulent pas, ils ne se sentent pas de suivre à tout prix les Allemands, parce qu'ils ne comprennent pas quand même très bien pourquoi les Allemands ont un antisémitisme exterminateur. Et donc, ils vont surveiller ces Juifs, ils vont en parquer certains dans des ghettos, mais pas tous, loin de là, à peine 10% de la population juive. Pour le reste, ils ne vont pas être très bienveillants
à l'égard des Juifs du ghetto, mais en même temps, ils ne vont pas être plus malveillants qu'à l'égard des Anglais ou des Américains qu'ils ont capturés. Ils ont peur de voir la situation de leurs soldats s'aggraver lourdement s'ils ne respectent pas les protocoles de Genève, et séparer les Juifs allemands des Juifs anglais ou américains qui sont là ne leur convient guère. Donc, entre 41 et 45, les Juifs vont pouvoir vivre, je dirais, normalement, c'est beaucoup dire, mais en tout cas, sans craindre pour leur vie, à Shanghai, sous occupation japonaise. Et tout ça va durer jusqu'à la fin de la guerre, où, bien sûr, beaucoup de Japonais, ou beaucoup en tous les cas des Japonais, vont être poursuivis pour des crimes de guerre, mais avec le procès de Tokyo notamment, en 1948, où seront jugés les gouvernants du Japon, mais il n'y aura pas, comme à Nuremberg, de procès pour racisme et antisémitisme. Alors, est-ce que ça veut dire que les relations entre Juifs et Japonais vont continuer comme ça ? D'abord, à la fin de la guerre, la Chine, où se trouvent donc les Juifs de Shanghai, est en proie à la guerre civile entre les troupes de Chiang Kai-shek et celles de Mao. Et quand Mao prend définitivement le pouvoir avec la proclamation de la République populaire de Chine le 1er octobre 1949, les Juifs ont quitté ou quittent Shanghai définitivement, soit pour se rendre aux États-Unis, en Grande-Bretagne, soit pour partir directement en Israël. Donc il est important de noter que à peu près 20 000 Juifs ont pu être sauvés par l'attitude ambiguë du Japon à leur égard. Mais l'histoire continue sur de nouvelles bases, certes, mais elle continue, et c'est ce qu'on va voir au prochain épisode. C'était l'histoire des Juifs du Japon. Un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger.